Salut, bonjour à tous, et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel! Il s'incruste celui-là? Arrête. Sa vision est basée sur le mouvement. Si tu bouges pas, il te voit pas. Alors, d'une, je peux pas bouger. De deux, tu sais qu'il est pas là en vrai, hein? Ah oui, c'est vrai. Alors, suite de notre série sur l'histoire du Wargame. Nous nous étions quittés sur l'essor du Kriegspiel et du Wargame en général dans les différentes armées du monde. Cette fois-ci, on va voir comment a émergé le jeu de guerre avec figurines que nous pratiquons aujourd'hui. Pour ça, faisons un court détour par le monde du jouet, puisque, au final, nos figurines sont des jouets. Tu vas pas te faire des potes en disant ça. Bon alors, des jouets pour adultes, si ça passe mieux. Ça passe pas vraiment mieux, non? Ok. Alors, a priori, l'utilisation de jouets en forme d'humains ou d'animaux existe depuis que l'être humain sait faire de l'artisanat un petit peu chiadé. Alors, pour la préhistoire, c'est pas évident de savoir si tel ou tel objet est un jouet ou une figurine rituelle. Mais dès l'Antiquité, on sait. C'est documenté, il y a des textes sur la question. On va trouver des jouets en forme d'animaux, des bœufs, des chevaux en forme d'hommes, en forme de femmes, et ce, que ce soit en Égypte, chez les Celtes, les Grecs, les Romains, et j'en passe. Mais en termes de représentation humaine, on a quand même plus de poupées que de petits soldats. Alors, c'est assez logique. Le jeu prépare à la vie adulte, les filles s'exercent donc aux soins des enfants, à l'entretien du foyer, pendant que les garçons s'exercent aux travaux de force et aux jeux d'adresse. Eh ben voilà, on est foutu. Militariste, misogyne, la totale. Mais non! Tout le monde sait qu'en histoire, on ne juge jamais des pratiques passées avec des idées de maintenant, hein? Tout le monde sait ça. Bref, on trouve assez peu de figures guerrières dans les jeux. Ça s'arrange pas au Moyen-Âge, la division très claire de la société féodale entre ceux qui combattent et qui dirigent et ceux qui travaillent fait que l'imaginaire des enfants est conditionné par leur naissance. Le jeu sert très souvent à faire comme les grands. Le petit paysan jouera avec des figurines d'animaux, le petit noble se préparera par le jeu à devenir chevalier. Comme la formation de chevalier démarre à 7 ans, il jouera pas longtemps à faire semblant. Ouais, c'est vrai. On va donc faire une avance rapide aux environs de 1730 où, en Allemagne, Évidemment. donc, on produit des figurines de petits soldats en étain, moulées, plates, des silhouettes. On trouvera dès le 19e des modèles en alliage de plomb. Alors le plomb est un métal facile à travailler, à fondre et à mouler, mais c'est assez lourd et surtout c'est cher. C'est surtout complètement toxique ton truc. Oui, bon, faut savoir ce qu'on veut aussi. Les enfants s'amusent, ça vaut bien quelques problèmes cardiaques, digestifs ou du retard mental, non? Bah ok, non. L'anglais William Brittain, un nom pareil, ça s'invente pas, il crée une technique qui permet de faire des soldats de plomb creux, qui sont donc plus légers et surtout moins chers, ce qui permet de démocratiser ces jouets auprès d'un public plus vaste. On va aussi trouver des soldats de plomb, pas de plomb d'ailleurs, on va aussi trouver des soldats silhouettes en papier, en bois peint, etc. Notamment en France, on trouvera des petits soldats en papier avec les imprimeries d'Épinal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la seconde moitié du 19e, le soldat de plomb, c'est la hype. Le petit Churchill, par exemple, sera très fier de sa considérable collection de plus de 500 soldats de plomb que son père, bien qu'étant un aristocrate anglais un tout petit peu coincé du fiac, passera régulièrement en revue, en uniforme d'officier, pour faire plaisir à ce petit sacripant de Winston. Nous voici arrivés au moment où il ne manque qu'un élément déclencheur pour provoquer l'accouplement crapuleux entre le Kriegspiel et les figurines de petits soldats. Et c'est là qu'intervient l'écrivain anglais H.G. Wells. De quoi? Quelque chose à dire, Bob? Déjà, ça fait beaucoup d'anglais dans cet épisode. Oh bah alors t'es pas prêt pour la suite. Ensuite, H.G. Wells, le gars qui a écrit La Guerre des Mondes, La machine à voyager dans le temps. Oui, ça, et l'île du Docteur Moreau, l'homme invisible, les premiers hommes sur la Lune... le père de la science-fiction, avec notre Jules Verne national. La Gaule! Or donc, en 1911, H.G. Wells écrit, à ses heures perdues, un petit ouvrage appelé Floor Games, qui est essentiellement un ensemble de suggestions pour jouer avec ses enfants. Alors, ça reste du jeu sérieux, on construit des villes avec précision, avec des règles, avec une logique, très détaillée dans l'ouvrage d'ailleurs,
On va chercher le beau, on va chercher le fonctionnel, il s'agit de stimuler l'intelligence créative des enfants. Mais on va aussi y trouver quelques petites suggestions de scénarios pour simuler des affrontements dans les environnements ainsi créés. Mais ça reste très succinct. Arrive en 1913 Little Wars. Toujours du même auteur, et là on est dans le gras du sujet. Ce livre qui d'ailleurs est disponible en français et en version numérique pour quelques copecs. Le lien est en description, pour ceux que ça intéresse, curiosité. C'est sponsorisé au moins? Même pas, mon vieux, même pas. Alors, ce livre détaille les règles d'un jeu de guerre créé par quelques gentlemen désœuvrés. À lire, c'est quand même étonnant de modernité. L'auteur va décrire le cheminement intellectuel qui les a conduits à l'élaboration des règles, puis il va détailler les règles en question. Ensuite, il y a un rapport de bataille. Et je déconne même pas, hein, il y a un rapport de bataille. Alors, décrit au tour par tour, avec des photos, c'est White Dwarf 80 ans avant White Dwarf. Et enfin, il y a des règles avancées pour obtenir un jeu qui est plus simulationniste. Bon, sans rentrer dans le détail, les règles sont quand même très archaïques, même si amusantes. Alors, les canons, par exemple, tirent pour de vrai. Ce sont des canons miniatures du commerce qui envoient des petits projectiles de bois avec un ressort. Et une figurine touchée, une figurine détruite. Oui, alors, oui, moi aussi, hein, j'ai eu des frissons dans le dos à l'idée que mes pitous soigneusement peints finissaient par terre, projetés au sol par des projectiles en bois. Hein. En revanche, les règles avancées sont réellement surprenantes. Il y a une bonne partie de ce qui fait les jeux de guerre modernes qui y est en gestation dedans. Il s'agit donc de la première règle pour jeux de guerre avec figurines imprimée à grande échelle à destination du grand public. Or, qui plus est par un auteur archi connu. Manque de bol, niveau timing, c'est très mauvais, parce qu'on est en 1913, et qu'un an après, il y a la Première Guerre mondiale qui démarre quand même. Ouais, c'est sûr que ça coupe l'envie de jouer à la guerre. Et alors en plus, l'entre-deux-guerres, c'est pas vraiment mieux. Hein. L'opinion publique est quand même très largement pacifiste, hein, on vient d'en prendre suffisamment dans la tête pendant 4 ans, et il n'y a aucun wargame grand public qui montre notablement le bout de son nez. Et puis derrière, hors-guerre mondiale. Dur. Mais, dès les années 50, ça démarre. Dans un premier temps, des éditeurs publient des règles. Charge aux joueurs de se procurer, ou de fabriquer, le matériel de jeu. Mais, en 1954, la société américaine Avalon Hill publie Tactics, puis sa suite Tactics 2. Alors, les pions sont abstraits. Le terrain, c'est une simple carte, on est très loin du jeu avec figurines, mais c'est la première fois qu'un jeu de guerre est un succès commercial d'ampleur. Et surtout, dans une boîte prête à jouer. On commence à jouer aux wargames à la maison. Ça n'est plus réservé aux militaires ou à une infime minorité d'aficionados. Alors, d'autres éditeurs vont suivre, hein, Historical Simulation, SPI, et en France, Albert Lamoris crée en 1957 Risk. Et le succès commercial est tel qu'il va mettre un wargame dans chaque foyer, ou presque. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas des jeux de figurines. Mais c'est pas des jeux de figurines. Parce que pendant ce temps, le jeu de guerre avec figurines prend lentement son envol. L'américain Jack Scrubby, concepteur de figurines historiques, décide de donner un élan au petit milieu du jeu en organisant la première convention du genre en 1956 en Californie, avec une affluence absolument folle de 14 personnes. Oh la vache, encore moins que le nombre d'abonnés à la chaîne. Je te merde, Bob. Abonnez-vous. Donc, Jack Scrubby est bien conscient qu'il existe des joueurs, mais trop peu, et que pour se rencontrer, communiquer et échanger, c'est un peu chaud à une époque où les microprocesseurs n'existent même pas encore, et où Internet, c'est pas encore devenu un rêve mouillé pour informaticien. Alors il fait la seule chose faisable, il édite un magazine. C'est le Wargame Digest qui sort en 1957, et ça a eu une cinquantaine d'abonnés au début, mais ça va très vite monter. Il lancera aussi Tabletop Talk, qui est autant un recueil d'idées et de règles qu'un organe de communication pour sa gamme de miniatures. Ça vous rappelle rien, ça? Pendant ce temps, en Angleterre, un certain Tony Bass va publier un premier set de règles pour des jeux de guerre médiévaux. Puis, dans les années 60, Donald Featherstone va éditer le Wargame Digest de Scrubby sur le territoire britannique. Il va également être l'auteur d'une série de livres, dont Wargames, pas mieux nommer un livre, hein, qui propose un ensemble de règles pour jouer avec figurines, et ces livres sont des succès d'édition. Enfin, un petit mec de Chicago, un certain Gary Gygax,
produira en 1971 un jeu de guerre médiéval nommé Chainmail. Gary Gygax. Ça me dit quelque chose. Oh que oui, on va tellement parler de lui. Et là vous allez me dire, tout ça est très bien, mais quid de nos univers fantastiques ou qu'est-ce qu'il y a que la guerre? Eh bien figurez-vous que les années 50-60 seront aussi très riches au niveau des romans. Alors déjà en 1954, un vieil anglais au nom imprononçable, Tolkien, on sait pas bien, publie une obscure série de livres, pas très connue malheureusement, Le Seigneur des Anneaux. D'autres auteurs, notamment Michael Moorcock, lui emboîteront le pas avec son cycle d'Elric. Entre autres. La fantasy va devenir un genre populaire qui va marquer l'imagination d'une génération entière. Tous les jeunes du baby-boom vont être biberonnés à la fantasy. Il existait des œuvres sur le même thème avant, le Conan de Howard par exemple, dès les années 30. Mais ces œuvres ne marqueront ni aussi fortement, ni aussi durablement le public. L'œuvre de Howard sera d'ailleurs redécouverte dans les années 50 avec des rééditions. Pour la science-fiction, c'est un peu pareil. En 65 sort un bouquin écrit par Frank Herbert, paraît-il. Dune, ça s'appelle. Jamais entendu parler. Ouais, non, c'est pas hyper connu. Ça parle d'un empire, de mutants, de super soldats fanatiques, de vaisseaux gigantesques, de voyages interplanétaires, et d'un coup d'état sur fond religieux. Absolument rien qui ait pu inspirer un univers très connu actuellement. Donc, tout est là. Les règles, les figurines, et une soif de fantastique. Il manque juste l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Je crois que j'avais dit qu'on reparlerait de Gary Gygax, non? Voilà. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série, et... Attends. Tu nous laisses sur un cliffhanger? Ah oui, complètement. Et surtout, n'oubliez pas que la poutre est éternelle.